Ça fait maintenant plus de 6 mois qu'Apple est passé vers sa nouvelle technologie, la technologie M1, et vous êtes encore nombreux, je le vois dans les commentaires, qui hésitez. Est-ce que vous devez passer vers cette nouvelle technologie ou pas? Est-ce que ça vaut le coup d'investir vers un MacBook Air M1 tout de suite, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre d'avoir un certain recul avant d'en acheter un? Nombreux d'entre vous ont besoin d'un ordinateur maintenant, peut-être avant la rentrée de septembre, et veulent avoir un avis complet pour pouvoir se décider. Alors j'essaye dans ma chaîne de faire plusieurs vidéos sur le MacBook M1 depuis maintenant 6 mois. J'ai fait des revues à l'achat, j'ai fait une revue aussi 3 mois après du MacBook Air et du MacBook Pro, et maintenant voilà que 6 mois sont passés, donc je fais cette première vidéo de revue 6 mois après du MacBook Air, et je ferai bientôt une vidéo de revue du MacBook Pro. J'espère qu'avec ces vidéos, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir vous décider est-ce que vous achetez le MacBook M1 ou pas. Le premier critère lorsqu'on veut acheter un ordinateur portable, c'est qu'on veut qu'il soit vraiment portable, effectivement, donc c'est-à-dire que ce soit un ordinateur léger, ayant une bonne taille et qu'il soit surtout discret. Alors le MacBook Air remplit très bien ces critères. D'une part, c'est un ordinateur petit, donc 13 pouces, c'est parfait. C'est un ordinateur qu'on peut se trimballer un petit peu partout. Il est léger, on peut le glisser dans le sac sans problème. On peut l'utiliser que ce soit dans l'aéroport, on peut l'utiliser dans le train, on peut l'utiliser dans la chambre discrètement. Il n'y a vraiment aucun souci. J'ai fait une vidéo où je vais vous présenter les accessoires indispensables pour votre MacBook Air ou votre MacBook Pro 13 pouces. Et la première chose que je vous conseille, ce n'est pas un disque dur externe, ce n'est pas un clavier, ce n'est pas une souris, c'est la sacoche. Moi, je vous avais présenté la sacoche de chez G-Tech. Je ne suis pas du tout payé par la marque pour faire de la pub ou quoi que ce soit. C'est un produit que j'ai acheté 18 €, il me semble, et c'est vraiment quelque chose de robuste. Et je l'utilise maintenant depuis quasiment 6 mois, tous les jours, et il est comme neuf. C'est vraiment la qualité de fabrication est extraordinaire et je n'arrêterai pas de vous recommander cette sacoche. Le deuxième point le plus important, c'est le silence. Lorsqu'on achète un MacBook Air ou un MacBook Pro, on veut que l'ordinateur soit le moins brillant possible. Certains d'entre vous sont musiciens et le moindre bruit peut les déranger. Alors d'une part, le MacBook Air M1 ne possède pas de ventilateur, donc il n'y a absolument pas de bruit de base, et je vous confirme, 6 mois après, l'ordinateur ne fait absolument pas de bruit. Mais est-ce que cette absence de ventilateur, beaucoup de personnes se sont interrogées, va-t-elle causer des surchauffes à l'ordinateur? Alors, j'ai fait la première vidéo 3 mois après où je vous disais que je n'avais pas eu de problème de surchauffe, et maintenant je vous refais la même analyse 6 mois après. Je n'ai pas du tout de problème de surchauffe sur mon MacBook Air, alors que mon utilisation est peut-être supérieure à pas mal de personnes. Moi, j'ai le MacBook Air version de base avec 8 Go de RAM, et des fois ça m'arrive de faire des montages vidéo dessus, des montages en 4K, que ce soit en 2 pistes ou en 3 pistes, donc c'est quelque chose qui pompe vraiment sur le processeur, donc c'est une opération qui va durer à peu près 2 heures, et je n'ai pas de problème de surchauffe. Je n'ai pas vraiment fait d'outils d'analyse de température, il suffit juste que je pose ma main sur l'ordinateur pour voir s'il chauffe ou pas, et je n'ai vraiment pas de problème. Alors là où il a chauffé, c'est quand je joue dessus, parce que je joue sur des jeux qui ne sont pas compatibles M1, c'est des jeux qui vont passer par Rosetta 2 et donc bouffer plus de processeur. Donc, le jeu que j'ai utilisé, c'était une session d'à peu près 3 heures, c'était le jeu Fortnite, et la température de l'ordinateur a commencé à monter. Ce n'était pas du tout un seuil critique, mais voilà, il commençait à être chaud, et j'ai arrêté tout simplement de jouer dessus. Deuxième argument très important, c'est la batterie lorsqu'on achète un ordinateur portable, que ce soit un M1 ou un ordinateur Intel ou AMD ou que sais-je, c'est on veut que l'ordinateur dure le plus longtemps possible. Alors, je n'ai pas arrêté de parler de la batterie du MacBook M1. Alors, pour le MacBook Air, on est sur 16 heures d'autonomie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 16 heures d'autonomie, c'est énorme. 6 mois après, j'ai toujours la même autonomie. Après, je suis quelqu'un qui prend soin de sa batterie. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous expliquais tout, absolument tout ce qu'il faut savoir sur comment entretenir sa batterie et comment faire en sorte que la batterie dure le plus longtemps possible. On peut avoir une batterie sur un MacBook qui dure 10 ans. Et je ne dis pas ça comme ça, je dis sérieusement, la batterie du MacBook peut durer 10 ans, et au bout de 10 ans, elle va descendre jusqu'à 80% des performances si on l'utilise convenablement. Donc, pensez à aller regarder cette vidéo si vous voulez apprendre à comment prendre soin de votre ordinateur. Donc, au niveau de la batterie, le MacBook M1 est effectivement un très bon ordinateur portable parce qu'il va tenir vraiment longtemps sans être obligé de le charger. Moi, je le charge à peu près tous les 3 jours pour l'augmenter jusqu'à 80% et j'attends qu'il descende à 20% pour le recharger en sachant que j'ai une utilisation d'à peu près 3-4 heures par jour, ce qui est vraiment génial. Donc,
je vous le confirme, plusieurs mois après, je suis extrêmement, mais alors extrêmement satisfait de l'autonomie de mon ordinateur. La performance est l'argument qui était vendeur chez la firme. Lorsqu'ils ont présenté les processeurs M1, ils disaient que c'était des ordinateurs qui allaient être 50% plus performants que les ordinateurs Intel ou que la gamme MacBook Air précédente. Cet argument n'est pas du tout un argument commercial. Je ne suis pas payé par Apple pour vous le dire, mais le fait que j'arrive à faire du montage 4K sur un MacBook Air avec 2 ou 3 pistes, c'est une révolution parce que c'est quelque chose que je n'arrivais pas et que je n'envisageais pas de faire sur les versions précédentes de MacBook Intel. Certes, je pouvais faire des montages vidéo, mais j'avais des latences, j'avais des problèmes, des fois ça crachait, des fois ça plantait. J'utilise Final Cut Pro qui est 100% compatible M1, donc il ne passe pas par Rosetta 2 et du coup on a les performances optimale de montage et c'est là que la magie opère. En fait, Apple sont très forts pour avoir des équipements qui n'ont pas vraiment beaucoup de performance matérielle quand on le voit sur papier, mais par contre les applications sont optimisées pour cet équipement et c'est ce qui permet à l'iPhone, au Mac M1 maintenant, de fournir des performances supérieures à des gammes concurrentes et pourtant les gammes concurrentes ont un équipement sur le papier qui est plus puissant. Donc pour la performance, je vous dirais que le MacBook Air M1 est l'ordinateur le plus performant que vous pouvez avoir à ce prix-là, en sachant que le prix de base est à 1100 €. J'ai regardé pas mal de documents, pas mal de vidéos sur YouTube, pas mal d'avis. J'ai même comparé mon MacBook Air avec un Dell Inspiron qui coûte 100 € plus cher et j'avais des performances nettement supérieures sur un MacBook Air. Donc le fait de donner accès à un utilisateur lambda, un utilisateur de MacBook Air qui est censé être un ordinateur portable mais pour faire des tâches bureautiques, pour faire des tâches assez simples, regarder des vidéos, surfer sur internet, le fait qu'on ait donné la possibilité de faire des montages vidéo 4K, de faire des retouches photos, d'utiliser l'intelligence artificielle d'une façon si dynamique, d'une façon si agréable est juste extraordinaire et je pense qu'on en a vraiment pour notre argent. Donc si vous cherchez la performance, vous pouvez aller sur un MacBook Air sans vraiment vous poser la moindre question. Je vous promets que vous n'aurez pas du tout de problème de perf. Il faut savoir que les processeurs 8 cœurs du MacBook Air sont divisés en deux groupes. Il y a le groupe à faible consommation d'énergie. Il s'agit de 4 processeurs qui vont intervenir lorsque vous êtes en train de faire des tâches qui ne sont pas gourmandes en énergie, c'est-à-dire regarder une vidéo, surfer sur Internet. Et en fait, ces processeurs ont un temps de réponse qui est extrêmement rapide et du coup vont vous donner une très grande fluidité d'utilisation. Le deuxième groupe, c'est le groupe à performance élevée. C'est le groupe qui va intervenir lorsque vous poussez vraiment votre ordinateur dans les extrêmes et celui-là a une plus grande puissance de calcul, mais il a des latences un petit peu plus élevées. Et voilà, la combinaison des deux va permettre à cette petite machine de fournir des performances vraiment élevé. Beaucoup d'entre vous se posent la question, est-ce qu'il vaut mieux partir sur un 8 Go ou sur un 16 Go? Moi, je vous conseille vraiment la version de base. Partez sur une version 8 Go. La version 16 Go va être nécessaire lorsque vous faites de la parallélisation de tâches. Et moi, en tant que professionnel de l'informatique, c'est-à-dire que j'utilise mon ordinateur pour coder, pour monter des vidéos, donc je fais des tâches vraiment qui vont être peut-être un peu plus poussé que la normale, je n'ai pas besoin des 16 Go de RAM. Alors que franchement, c'est des tâches assez gourmandes parce que je ne fais pas de parallélisation, je ne fais pas deux tâches en même temps. Je vais m'occuper de faire mon montage vidéo, je vais attendre que ma vidéo exporte. Le temps d'export n'est pas très long. Pour une vidéo de 15 minutes, il faut compter 15 minutes d'export si on ne fait pas d'optimisation d'image. C'est-à-dire que si l'ordinateur n'est pas en train de faire le rendu de la vidéo en même temps. Donc j'attends les 15 minutes, après je fais une deuxième tâche. Bien sûr, si votre métier impose que vous faites des tâches en parallèle, à ce moment-là, vous pouvez partir sur les 16 Go. Mais sinon, franchement, moi, je trouve que c'est jeter l'argent par la fenêtre que d'acheter 16 Go alors que vous ne faites pas de parallélisation. Après, vous allez dire oui, mais dans l'avenir, écoutez, vous achetez un ordinateur pour quelque chose dont vous avez besoin. Donc, achetez quelque chose qui vous permet de faire ce dont vous avez besoin. Ne pensez pas trop à l'avenir parce que sinon, vous allez vous retrouver à acheter des ordinateurs qui coûtent 3 000, 4 000 € et c'est complètement overkill. C'est-à-dire que vous avez des performances de ouf alors que votre besoin est tout simplement mineur. Donc prenez bien ça en considération avant de faire votre achat. Alors le dernier point qui remonte chez plusieurs utilisateurs, et c'était ma crainte au début, et j'ai d'ailleurs pas mal gueulé dans de précédentes vidéos, et j'ai même failli regretter mon achat de MacBook M1, c'était en fait la compatibilité des applications Intel sur MacBook M1 et l'utilisation de Rosetta 2. De 1, je n'aime pas du tout utiliser Rosetta 2. Rosetta 2 n'est pas très stable. Il y a des crashs sur Rosetta 2. Des fois, ça plante et on n'a pas les performances optimales sur les jeux, sur les applications, etc. Donc, les applications sur Rosetta 2, il vaut mieux
éviter. Après, c'était la vitesse de passage des applications que j'utilisais professionnellement sur M1, c'est-à-dire notamment la suite Adobe qui n'était pas disponible sur M1. Maintenant, elle l'est. Toute la suite Adobe est soit disponible en M1, soit disponible en bêta. Pour la suite de retouches photo, ce qui est Photoshop, Lightroom, il est disponible en version M1 et il marche vraiment super bien. Et je vous dis, il marche même mieux sur Intel parce que pour toute la partie intelligence artificielle, on a le Neural Engine qui est disponible sur M1 qui va permettre une intelligence artificielle qui est beaucoup plus rapide. Et c'est tout ce qui va permettre en fait de détecter des couleurs, de détecter des fonds d'image, de détecter un personnage, de détecter un visage, des yeux, changer les couleurs des yeux, changer un sourire. Donc tout ça, c'est l'intelligence artificielle et grâce au Neural Engine du MacBook M1, ça va être fait d'une façon assez rapide et d'une façon assez fluide. Il faut savoir aussi que ces fonctionnalités-là chez Adobe sont encore des fonctionnalités en bêta, donc ce n'est pas vraiment des fonctionnalités vraiment très optimisées et pourtant on a des performances super agréables, l'expérience d'utilisation est vraiment top et ça promet que du bien. Pour le reste, beaucoup d'applications que j'utilise dans mon métier sont passées sur M1 et du coup fournissent des performances élevées. Donc maintenant, vous de votre côté, si vous avez une application spécifique que vous utilisez tous les jours et vous souhaitez passer sur M1, regardez d'abord est-ce que l'éditeur de cette application pense passer sur M1, est-ce qu'il l'a déjà fait ou pas, parce que sinon, si c'est sous Rosetta 2, ça risque d'être un petit peu compliqué. Moi, je vous conseille d'aller voir d'autres utilisateurs, est-ce qu'ils ont eu des problèmes de crash ou pas, mais moi, je vous déconseille à ce moment-là d'acheter un M1 si votre application n'est pas encore tout à fait compatible. Après, il faut savoir qu'Apple fournit sa propre suite d'applications qui permet de faire à peu près tout. Moi, par exemple, je n'utilise plus la suite Office. Je ne sais même pas d'ailleurs si elle est compatible M1 ou pas. J'utilise maintenant Page. J'utilise vraiment les applications d'Apple et c'est des applications qui marchent très bien, qui sont vraiment pensées utilisateurs. Et voilà la conversion vraiment d'une personne en plus qui vient de Windows. Moi, j'ai utilisé Windows pendant une vingtaine d'années. Je passe non seulement sur Mac, mais en plus, je passe sur Mac M1. Donc, imaginez vraiment la conversion. Et là, je ne peux plus me passer de mon ordinateur Mac M1. Franchement, c'est mon ordinateur numéro 1 et je ne pense pas pouvoir utiliser un ordinateur Intel d'ici peu. Beaucoup d'entre vous aussi se posent la question, est-ce qu'ils devraient acheter un ordinateur M1 maintenant ou est-ce qu'il devrait attendre qu'il y ait le M1X ou le M2? Donc c'est la nouvelle génération des M1 qui devrait être annoncée en juillet selon certaines nouvelles. Alors moi, comme toujours, je vous dis, lorsque je fais un achat, je regarde par rapport à mon besoin et par rapport au tarif, par rapport à mon budget, par rapport à autre chose. Si le MacBook M1 répond à votre besoin et vous n'avez pas besoin de plus, que les performances sont satisfaisantes, partez sur un MacBook M1, n'attendez pas pour acheter de la technologie parce que de toute façon, si vous attendez le M2, il va y avoir le M3, il va y avoir le M4, donc vous allez passer votre vie à attendre. C'est pareil que sur Intel, vous n'allez pas tout le temps acheter un Intel i9 parce que ça coûte plus cher, donc si votre besoin c'est un Intel i5, vous achetez un Intel i5. Le MacBook Air M1 est le meilleur ordinateur portable en termes de rapport qualité-prix actuellement, donc si vous hésitez encore, moi je vous confirme qu'après 6 mois d'utilisation, ça reste dans ce classement-là. Ah voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de vous décider si jamais vous hésitiez. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez envie d'échanger avec moi, je vous invite à laisser un commentaire en bas et je réponds à tous les commentaires. Je vous dis salut, à une prochaine.